Bonsoir à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes en compagnie de Nicolas, Sébastien et Mickaël pour un nouvel épisode de Tout et de Rien, le 23 novembre 2022. Comment est-ce que vous allez tous les trois ce soir? C'était étonnamment genre flippant la façon dont t'as introduit cet épisode. Du coup, j'allais répondre que j'allais très bien et que j'étais fatigué, mais là du coup j'ai juste envie de dire j'ai peur. Mais Rassurez-vous, je suis en distanciel, je suis pas derrière vous, donc tout va bien. T'es sûr? Je suis quand même retourné au cas où. Ouais, moi aussi. J'essaye de faire des trucs, voilà, c'est de l'impro, c'est de l'impro. Non, t'as raison, c'est chouette. Non, mais tu sais, ça a mi-chemin entre Docteur Folamour et Jason, tu vois. ouais, Yes. Merci. un peu ouais. Mais sinon ouais ça va. Ah bah écoutez, ça, j'en suis fort aise, Et bah ça me fait plaisir de vous avoir dans cet épisode un peu particulier parce que c'est un épisode où tout le monde est venu un peu les mains dans les popoches, moi compris, parce que voilà, c'est les aléas de la vie. Des fois comme ça on arrive et on se dit ah tiens si on faisait un enregistrement et au final la personne qui organise l'enregistrement n'a rien. Enfin après j'ai toujours des trucs, hein, j'ai une liste de débats à la con, mais on verra ça plus tard parce que même quand il vient les mains dans les poches, Nico est toujours capable d'improviser quelque chose. Du coup, est-ce que tu te sens d'improviser là comme ça tout de suite ou tu veux qu'on fasse quelque chose avant? Oh, vous pouvez chanter, danser, faites ce que vous voulez. Non, mais dans tous les cas, moi, c'est vrai que c'est la première fois que j'arrive les mains dans les poches. Alors, je vous avoue que c'est pas vraiment mon truc, mais bon, on va s'y essayer quand même. En fait, aujourd'hui, en fait, j'ai passé une commande Amazon et il s'est trouvé que, bah, aujourd'hui, ma commande Amazon est arrivée. Putain, J'ai commandé. directement là? Non, j'ai passé ma commande, pardon. J'ai passé une commande il y a 2 jours, je crois, et c'est arrivé Ah aujourd'hui. d'accord, ok. Oui, non, c'est pas arrivé dans la Ouais. journée, sinon ça aurait été incroyable et ça aurait Ouais, un pu peu faire l'objet flippant, quoi. d'une super chronique d'ailleurs. Mais en fait, j'ai commandé un tout petit bouquin qui fait 60 pages. Il est Ouais. vraiment minuscule, c'est dommage parce que j'ai pas la caméra pour vous montrer. C'est un bouquin en fait qui est de monsieur Ramon Pané et Ramon Pané, je crois que j'avais déjà évoqué ce nom dans Mais une oui, chronique. c'est Parce pas que un des mecs qui fait de la bouffe? non, c'est pas un des mecs qui fait de la bouffe, mais c'est un des mecs qui a accompagné Christophe Colomb pendant Ah son c'est ça. 2e voyage. Ah C'est ouais. un prêtre, enfin un moine d'ailleurs. J'ai Et fait en un fait mixage avec l'ordre de bon temps, du coup, j'ai mixé les deux dans ma ah tête. oui, mais ça fait partie des gens qui sont venus en Amérique assez tôt et ce mec, en fait, il a écrit, des choses parce qu'en fait, Christophe Colomb lui a dit en gros, bah, tu vas voir que c'est vraiment de l'impro parce que c'est mes phrases sont beaucoup moins travaillées. En gros, il lui a dit: «Je vais te laisser sur une île, tu vas apprendre plein de trucs, tu vas me faire un rapport et comme ça va nous aider à développer des relations et cetera». Ouais. Donc déjà, faut savoir que bon, Christophe Colomb, je pense que il y a quelques personnes qui pourraient lui ressembler un peu actuellement, je pense à notre époque. Moi, je verrais bien, tu vois, un mélange entre, Donald Trump et Elon Musk. Tu vois, au niveau Ah ouais. de l'aura du Ça, personnage. ça donne envie quoi. Je vais expliquer pourquoi, Mais, Envie de bosser avec ce mec tout de suite, quoi. mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, si on reprend un peu tous les textes de l'époque, on s'aperçoit que c'est un mec qui a énormément de charisme, c'est un mec qui a énormément d'ambition, parce qu'il veut ni plus ni moins qu'être le nouveau Marco Polo, hein, découvrir une nouvelle voie vers la Chine. Et en fait, il est hyper têtu et surtout, il est vraiment pas doué dans plein de trucs, genre la navigation, parce que ben tu vois, il veut aller en Asie, mais il atterrit en Amérique. Mm. Surtout qu'en plus, jusqu'à sa mort, il croira qu'il a Ouais. découvert le Japon. Et il nie, le type nie. Complètement. C'est ça. Et puis c'était un très très mauvais meneur d'hommes. En fait, il y a énormément des membres de son équipage, même des officiers très gradés, enfin des capitaines de navires, qui ont fait défection, qui se sont plusieurs fois mutinés. Et du coup, en fait, sa seule méthode pour établir une autorité, c'était la méthode forte. Et c'est un peu enfin, quand il sera nommé gouverneur, c'est un peu ce qu'il fera aussi, c'est-à-dire torturer ses adversaires, les enfermer, enfin voilà, une méthode hyper dure quoi. Quelqu'un de sympa, On parle quoi. en toujours de gros. Christophe Colomb. Ouais, exactement, oui. Non mais c'est Ouais, un donc mec on est charmant, d'accord que un on est mec d'accord charmant. que le film avec Depardieu, on nous raconte que de la merde. Exactement. Et en fait, le film avec Depardieu, c'est un peu inversé, c'est-à-dire que Christophe Colomb est vu comme un héros et tout le monde veut lui mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est l'inverse en fait. Même la royauté était gênée, la reine Isabelle était gênée par Christophe Colomb. Et en fait, personne savait trop comment l'aborder parce que bah, c'est un mec qui avait quand même apporté des trucs intéressants et surtout qui avait une aura qui faisait qu'il y avait plein de gens qui le soutenaient financièrement ou qui voulaient le suivre. Donc c'est pour ça qu'il en fait il a été un peu laissé libre.
à faire un peu ce qu'il voulait, mais il gênait un petit peu tout son entourage. Donc c'est Ouais, pour ça donc que on j'aime est bien le d'accord que comparer, c'était tu vois. un sale con milliardaire qui voulait faire des trucs et que on le laissait faire parce que sinon il était chiant, quoi. C'est ça, avec une vision, tu vois, un peu supérieure, exactement comme Donald Comme Elon Trump ou Musk. Elon Musk. C'est pour ça que j'aime bien cette comparaison. Eh bien, Ah non, j'avoue. mais très propre. Et bref, du coup, il a un bon il y a un prêtre enfin un moine qui à l'époque, je crois, il avait 25 ans et quand il a rencontré Christophe Colomb, il s'est dit: «Ah, ce mec est génial et tout, je vais l'accompagner». Donc Christophe Colomb lui donne la mission, voilà, d'aller sur une île, de prendre un max d'infos, donc sur des peuples de la culture taïno. Ça, on en a déjà parlé dans une autre chronique et en fait, ce moine, donc Christophe Colomb n'a jamais lu ses rapports parce qu'en fait, il s'en foutait après. Tout son travail n'a servi strictement à rien. Yes. Quand ces rapports ont été publiés, en fait, ça intéressait quasiment personne parce que les gens trouvaient que c'était mal écrit, que c'était pas très intéressant, et surtout qu'en plus, il parlait pas assez de Dieu ou de la religion dans ses travaux, alors que lui, il était censé quand même venir pour à la fois se renseigner sur les peuples locaux et aussi les évangéliser. Et au final, il a sorti, donc il a écrit ce rapport qui s'appelle Relations de l'histoire ancienne des Indiens et qui est considéré de nos jours comme en fait l'ancêtre de tous les ethnographes, enfin l'ancêtre de toute Ah. ethnographie. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, mais je pense que c'est vraiment un hasard sans le vouloir, c'est que vu qu'il était un peu inexpérimenté, vu qu'il n'avait pas tous les codes aussi religieux pour écrire, enfin c'est la première fois qu'il écrivait quelque chose, c'est la première fois qu'il s'impliquait comme ça. En fait, il a fait un truc qui est très terre à terre et donc il y a aucune surinterprétation de ce qu'il voit, mais au contraire, tu vois, c'est limite un peu naïf, genre il décrit tout ce qu'il voit sans vouloir surinterpréter. Et en fait, c'est un peu les bases de l'ethnographie. Ah oui, complètement. Donc c'est pour ça, ce texte, il est un peu tombé dans l'oubli. Alors il a disparu complètement. En fait, on connaît qu'une seule version qui date de la fin du XVIe, qui a été retrouvée en Italie, donc une version en italien. Et c'est cette version qui a été rééditée, je crois, dans les années 90 et 2000, en français. Il y a même pas de version anglaise en plus. J'étais assez surpris. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû commander le bouquin parce que en ligne, je le trouvais pas. Et c'est quoi le nom du bouquin déjà, du coup, que je le google? Le nom, c'est Relations de l'histoire ancienne des Indiens. Ramon C'est Pagno. publié chez qui? C'est publié chez Minos ou La Différence, je sais pas. Il a écrit les deux. Minos, La Différence. C'est peut-être le nom complet. Ouais, c'est effectivement une petite maison d'édition, ça. Ils ont publié un bouquin, celui-là. Ah non, Il mais est c'est très mal noté effectivement- sur la Fnac. Oui, j'ai regardé les commentaires. Vas-y, lis-le, c'est très rigolo. Attends, vas-y, je vais le lire en direct. Attends. Je me connecte sur la Fnac. J'accepte tous les cookies que tu veux. Pas de souci. Allons voir la vie. J'accepte tout. J'adore tout, vas-y, donne-moi tout. Petit document est historiquement rare car très ancien, mais son contenu est très décevant. L'auteur y raconte d'une manière très décousue et inorganisée ce qu'il a pu recueillir des coutumes des Taïnos, mais il est très difficile de démêler le vrai du faux et de comprendre car il utilise des noms différents pour les mêmes personnages. En fait, ce sont des bribes d'informations très peu exploitables. C'est Gérard R. Gérard, si tu passes par ici, merci pour ton commentaire. Je sais que tu vas dire, si tu passes par ici, on te pète les deux rotules. Mais... Non, mais c'est rigolo parce Je que suis c'est dans la un contenu bienveillance qui aujourd'hui. est assez naïf aussi. Ça me c'est vient. rigolo. T'as raison. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que genre ils ont complètement pris le contrepoint de leur époque, tu vois. En fait, est-ce que vous savez que les récits de Christophe Colomb, en fait, ils sont pas de sa main? Genre tout ce qu'on connaît de Colomb, 90% de ce qu'on connaît, c'est pas de lui. Ah ouais? Ouais. Il est- En fait, on a c'est perdu tous les textes de Christophe Colomb. C'est marrant que tu parles de ça parce que ça me fait penser à deux bouquins que j'ai lus récemment qui sont deux nouvelles sorties en BD, hein, toujours, bien, mais du coup ça m'a fait penser à ça. La BD qui est sortie s'appelle Anna et l'Entremonde et ça raconte comment en fait deux jeunes gens en fait s'incrustent involontairement sur une expédition future de Christophe Colomb. Et en fait dans ce bouquin, alors qui est effectivement fantastique, Christophe Colomb il est dépeint comme ça en fait, comme un putain d'illuminé. Le mec genre il est complètement à côté de ses pompes. Les mecs qui le suivent en fait ils le suivent parce qu'il a une aura, mais en soi je veux dire, ils se disent ouais il est chelou mais c'est comme ça, tu vois. Genre quand les gamins ils le voient, ils sont en mode, mais c'est vraiment Christophe Colomb ça. Et ils sont en mode ouais mais il est un peu bizarre mais c'est Christophe Colomb. Et en fait genre il est là, allez c'est parti, on va chercher des cloches en or et tout. Ouais non mais c'est Christophe Colomb, t'inquiète, c'est normal. Et en fait c'est marrant parce que c'est évidemment une fiction et en fait on apprend que c'est pas vraiment Christophe Colomb, mais c'est rigolo que ce trait que tu décris, qui a été quand même repris par un ethnographe, soit en fait utilisé dans une BD pour enfants. C'est quand même rigolo. Alors ça, c'est pas un lien avec le bouquin, c'est vraiment en fait ce qu'il en ressort des analyses historiens de notre époque, et c'est très rigolo. Oui. Et du coup, tu disais que que les écrits de Christophe Colomb avaient disparu et que c'est les gens qui ont parlé de lui, c'est ça qui est ressorti, c'est ça? Non, pas du tout. Non, t'aurais été dingue.
C'est une légende. Non, en fait, ces écrits ne sont jamais parvenus jusqu'à nous. En fait, ils ont été perdus. Et c'est Bartolomé de Las Casas qui Ah oui, le s'est fameux. chargé de tout réécrire, de tout écrire en fait. C'est comme ça qu'on les connaît. Et lui, qui défendait pas forcément la vision de Christophe Colomb. Mais à l'époque, tu sais, c'est un peu, c'est quand t'es en débat avec des gens. Genre, en fait, il s'est chargé de synthétiser tout le travail de Christophe Colomb, tout ce qu'il avait fait pour un peu mieux démonter ses arguments. Et donc, c'est Ouais. grâce à ça qu'on a notamment ces journaux. Et c'est pour ça que tu nous as donné une superbe carte de la découverte Voilà. de l'Amérique selon Christophe Colomb en 1492, qui est du what the fuck, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez un bouquin qui s'appelle le Atlas of Prejudice. Pas du tout. C'est un mec, je sais plus de quoi il est comme origine, mais c'est quelqu'un qui s'est fait connaître pas mal sur Internet, qui s'amuse à créer des cartes avec que des clichés. Et donc souvent c'est très rigolo. Et celle-là, je l'adore cette carte. C'est vraiment le voyage de Elle Christophe est très drôle, oui. Colomb par Christophe Colomb. Putain, non, mais le mec, je vais à gauche, Japon, au-dessus, les Amazones. Ah ouais. Ça me fait penser Maybe à... China. Maybe C'est China, rigolo, not mais China. je Alors, trouve ça vraiment très instructif. Je pense que lui-même s'en inspire, mais ça me fait penser à la carte du monde que dresse le personnage de Alexandre Astier dans l'Exoconférence, qui doit s'inspirer justement de ça. Ah, ok. Dans l'Exoconférence, à un moment, il a un personnage qui dresse une carte du monde, et il y a, alors, en gros, les États-Unis, c'est la maison. Alors après, en Europe, c'est les ploucs et les retardés. Après, t'as les melons, les paquis, les machins. Mais ouais, si vous avez Ah. l'occasion de voir d'autres cartes de ce mec, vous tapez Atlas of Prejudice sur Internet et voilà. Souvent, c'est très rigolo. Mais c'est très très drôle, ouais. Ouais. Mais ce que j'aime avec en fait, le détail de chaque île, tu vois que le mec, il a vraiment bossé. Parce que genre, chaque île qui ont été soit renommées par Christophe Colomb, soit le fait qu'il se soit trompé. Parce que c'est vrai qu'il cherchait, enfin, il était persuadé d'avoir Oui, de chercher d'avoir trop la débarqué Chine, c'est ça. sur un Ah, truc, j'avais voilà, il j'avais s'attendait. pas vu le Japan et en dessous, Et- un et- tout et- petit et- marqué Almost. Oui, Et donc, il était persuadé que les mecs qu'il était dérangés sur leur île, qui n'avaient rien demandé à personne, c'était des Japonais. En fait, il avait même amené des mecs qui savaient parler chinois dans sa première expédition. Ah ouais? D'accord. Qui ont parlé chinois. En fait, le premier contact, ça s'est fait entre des mecs qui parlaient, des Espagnols qui parlaient chinois et des mecs de culture taïno qui parlaient taïno, quoi. Il paraît Taino, ouais. Et il a dit que les mecs qui parlaient chinois, qui comprenaient pas un traître mot de ce que les autres leur disaient en Ah, face. mais Ah ouais, non, ça mais doit c'est pour ça qu'il a dû croire que c'est des japonais. Non, mais c'est pour ça, c'est pas la même langue. Ah, mais c'est ça. Je me suis gouré. Et oui, Ah, ça doit être forcément, des... quand c'est des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Eh oui, c'est ça. Non, mais là, ça doit être Hokkaido, c'est pour ça. Je vois que ça. c'est clair. Ah ouais, merde. Ah Excellent. oui, il attendait l'heure du Cannes et tout. Et puis même, il y a des noms qui lui faisaient penser à des noms chinois. Donc du coup, il était vraiment dans son truc. Et c'est un mec qui change pas d'avis. Tu vois, tu vois le personnage. Ouais, et il est. c'est ce type-là. Donc jusqu'à sa mort, ouais, il était persuadé d'avoir découvert le Japon. Et du coup, le bouquin de Jorge, t'as pu de Ramon, pardon, t'as pu je sais pas pourquoi je dis Jorge. De Ramon, t'as pu le feuilleter un petit peu aujourd'hui ou pas du tout? En fait, je voulais vraiment parce qu'en fait, il faut savoir que je lis beaucoup sur beaucoup trop, je crois, sur l'Amérique. Et en fait, je C'est lisais vrai. Ah, ça alors. rien qui décortiquait un peu le livre et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien quand même trouver remonter vient. à la source La moi-même source. et pouvoir le lire, tu vois, genre le lire moi-même. Du coup, c'est en fait c'est en cherchant après sur internet que j'ai vu qu'il n'était pas du tout disponible en PDF où que ce soit, à part peut-être en espagnol, mais j'ai pas du tout un Ouais. assez bon niveau en espagnol. Et du coup, j'étais aussi dispo sur Amazon, donc je l'ai commandé. C'est pas bien, hein. Mais bon. Ah, Oui, mais c'est vrai. T'aurais pu aller dans n'importe Parle à un quelle libraire. librairie et essayer de le demander, mais c'est pas grave. Hein. Alors, à la base, je voulais l'emprunter en bibliothèque, mais j'ai vu qu'il était disponible que je sais plus, en Guadeloupe, je crois, un truc comme ça. Ah oui, Tu hein. vois. Ou à Paris, mais du coup, c'était pas dispo. Ça fait l'occasion d'aller en Guadeloupe. Hein. Ouais, Ouais, c'est ça quoi. Non, mais il me fallait une excuse pour aller en Guadeloupe. Alors, du coup, j'ai sauté sur l'occasion quoi. Et tu dis à ton boulot, bon, je m'absente une semaine ou deux, faut que j'aille chercher un bouquin en Guadeloupe. Faut que j'aille chercher un bouquin, je vais l'emprunter à la tu dis bibliothèque, juste je reviens ça, après. c'est clair. Et tu pars un mois. Il faudra que je reparte du coup pour le rendre. Ah ouais, non. Mais non. vous, du coup, votre journée, ça s'est bien passé? Oh, bah oui. Ouais, de ouf. Encore une fois, j'ai cligné des yeux, c'est terminé quoi. Ouais, ça passait à une vitesse folle. les journées. Bah là, on arrive sur la grosse période de Noël et il y a beaucoup de choses à faire. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans mon taf actuel et l'année dernière, je rentrais à mi-temps, donc on va dire que je voyais pas tout. Là, maintenant que je vois vraiment tout de A à Z, je me rends compte que il y a beaucoup de choses à faire hein, et beaucoup de choses à penser et que on n'a pas le temps de tout faire et de tout penser. C'est hyper intéressant, ce qui fait que du coup les journées passent très très vite.
et en même temps des fois un peu trop vite, en mode ah non mon Dieu, j'aimerais juste avoir 5 minutes de plus, laissez-moi s'il vous plaît 5 minutes de travailler. Et après ton corps il te rappelle que bah non, c'est bien aussi d'aller pioncer. Donc en général quand je rentre à la maison, c'est un miracle que j'arrive à rentrer vivant parce que je me suis pas endormi sur la route quoi. À ce point. Ouais, on en est là, on en est là. Mais oui, non, par contre, c'est hyper intéressant, c'est super cool là. Toutes les grosses sorties de Noël sont faites, donc maintenant il y a plus qu'à attendre les clients, on va dire. Mais ça doit être génial de pouvoir voir tout ce qui sort et d'être Ouais, en première ligne par rapport à tout ça, ça doit être passionnant. Ouais, j'avoue, ça doit être génial. je vous avoue que c'est un des privilèges du métier de libraire, c'est en fait, de tout voir en avance en fait. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment super cool. Après, on fantasme beaucoup ce métier sur le fait de oh là là, tout pouvoir lire, voilà, c'est formidable. C'est pas vrai. Ça peut pas arriver. Il y a beaucoup trop de choses à faire. T'as pas le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, alors, On fait notre excusez-moi, mieux, je vais mais c'est faire difficile. je vais faire mon vieux, mais tu sais, il y a cette vieille expression qui dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Eh oui. Et ouais, je vois très bien le libraire, en fait, qui a plein de livres autour de lui, en fait, qui vient un enfer parce qu'il aimerait avoir le temps de lire et il l'a pas. En fait, la lecture, elle se fait sur le temps perso, et là, forcément, comme on est tout le temps au travail, le temps perso, même comme ça, en fait, tu récupères. Donc au final, je les ai lus hier soir, les bouquins là, en gros, les très grosses sorties qu'on attendait pour Noël, je les ai enfin feuilletés. J'ai pris du temps pour le faire, et je suis content parce que c'est des bons titres, notamment un du coup qui parle de ces voyages vers l'Inde, voilà. Ouais. Mais là pour le coup c'était vraiment en Inde parce que ça se passe un peu plus tard, et du coup c'était marrant que tu parles justement de la relation en fait avec la religion et des écrits, parce qu'effectivement il y avait toujours un aumônier sur les bateaux pour bénir, et les équipages étaient souvent très très croyants, parce qu'en fait quand là c'est un récit qui se passe au XVIIe siècle, en fait c'est la turbo galère, c'est ultra dangereux, les mecs quand ils partaient, en fait il y en a qui partent en se disant quand c'est leur premier voyage, en se disant bon ben je pars, puis quand j'arriverai là-bas super. Quand ils ont fait plusieurs voyages, c'est je pars, et si j'arrive là-bas peut-être en vie, c'est Inch'Allah, peut-être qu'il se passera un truc quoi. Mais ouais c'était là peut-être que vous en avez déjà entendu parler de l'affreuse et sordide histoire du Jakarta. Pas du tout. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est une histoire vraie, hein. Donc là, la BD relate ces faits. En gros, en 1629, il y a un bateau qui part des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont quand même connus pour être de redoutables commerçants d'épices, des grands manias du commerce. Aujourd'hui, ce sera Amazon hein, concrètement pour les épices. En fait, ils ont une compagnie qui s'appelle la Voque, et cette grande compagnie épicière, elle affrète des bateaux qui sont en concurrence avec l'Angleterre et avec l'Espagne. Pour vous dire que les Pays-Bas, ça pèse. Et donc, voilà, on est en plein essor de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Le capitalisme à outrance. Ouais, et donc ces gens-là affrètent avec sur leur denier personnel, sauf qu'un denier prêté c'est 10 deniers remboursés si tu veux. Et donc ils partent faire des expéditions qui se veulent très très lucratives. Et là en fait ce bateau quand il affrète, en fait c'est des sortes de, on va pas dire des bateaux de croisière quoi, mais c'est des bateaux qui pour l'époque avaient des grandes capacités. Donc tu pouvais retrouver très bien des gens qui ont à peine eu de quoi se payer le voyage dans des conditions absolument sordides, et des gens de la noblesse ou de l'aristocratie qui partent vers les Indes. Et en fait donc là tu suis plusieurs personnages, voilà, c'est évidemment romancé, et ça va montrer une facette de ce monde-là. Mais ce qui est intéressant c'est que du coup il te détaille un petit peu comment ça pouvait être la vie à bord. Et en fait c'est évidemment calqué sur des faits historiques, et notamment très très documenté, parce qu'il y a un musée justement sur ce naufrage en fait, parce que si s'est passé. En fait le bateau a presque subi une mutinerie, parce que les conditions en fait de voyage sont extrêmement difficiles, et on en parlait, tu sais, le fait qu'il y a des gens qui aient une aura, en fait pour avoir cette aura il faut la conserver, et donc en général si tu veux c'est les capitaines qui s'en chargent, sauf que les compagnies néerlandaises sont si puissantes qu'elles peuvent outrepasser l'autorité du capitaine avec un bonhomme en gros qui est chargé d'apporter l'or en Inde pour faire du commerce par exemple, qui s'appelle un subrécargue, et ce mec là il a même autorité sur le capitaine. Or en général on dit que le capitaine sur son bateau c'est celui qui fait régner la loi même devant Dieu, et dans ce cas là c'est pas le cas, parce que c'est lui qui a les sous-sous. Et forcément un équipage qui a confiance en son capitaine, alors qu'un mec qui vient de la terre et qui sait pas, il sait pas ce que c'est lui à la mer, forcément ça crée des tensions. En fait on va suivre une panoplie de personnages qui va fomenter une mutinerie. Elle va pas tout à fait bien se passer, au final la mutinerie va être un peu avortée, mais en tout cas les tisons, les braises de la révolte grondent, tu vois. Et en fait en pleine
de tempête, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour éviter de passer de se faire choper en fait par les routes maritimes classiques qu'ils empruntent, ils vont changer de cap en passant. Voilà, ils vont faire un plus gros contour en passant sur les côtes africaines. Au lieu de les longer, ils vont faire un plus grand détour dans l'océan Atlantique. Et en fait, ça va leur coûter très très cher parce que une tempête va se déclarer, ils vont se décaler un tout petit peu trop et ils vont tomber sur une île en plein milieu, en fait, genre pas très très loin des côtes, mais suffisamment loin pour que ça soit pas sur les routes maritimes. Et ils vont arriver sur un caillou, en fait, qui va être renommé après l'incident l'île Rouge, en référence en fait aux massacres qui se sont passés dessus, puisque en fait ils ont tous fini par s'entretuer et se bouffer. Ah ouais, Ouais, non, mais c'est un carnage. Et en fait, ça a été, c'était pas le premier et ça a pas été le dernier non plus, mais cet incident a été très romancé aussi et assez fantasmé, mais relativement bien relaté parce que je crois qu'il y a qu'une personne qui a survécu et qui a relaté les faits. Et en fait, c'est une cargaison qui part avec centaines et des centaines de pièces d'or pour aller offrir au grand Mogol, le chef, ouais, le chef en Inde. le chef en Inde, pour acheter des épices, quoi. Et en fait, personne ne reverra la lumière du jour parce que ils vont s'exploser sur des récifs et ils vont tous crever sur un caillou où il y a 6 litres de flotte et ils sont je sais pas 250 dessus, ils finissent tous par s'entretuer. En fait, le récit va prendre plutôt le point de vue un point de vue assez pessimiste en fait de l'histoire et surtout sur la nature humaine, quoi. On est un peu sur un récit de nature humaine plus que sur un récit de naufrage ou de pirate comme on pourrait voir. Là, on est vraiment genre sur la saloperie de l'homme, quoi. C'est presque du Machiavel, tu vois. Donc Ce qui est c'est cohérent assez avec la situation. ouais, c'est ça. Et en fait, genre c'est presque tourné presque comme un film d'horreur, quoi. Enfin, tu sais, c'est vraiment une BD à suspense. Et franchement, c'était grave cool. J'ai bien aimé. Après, c'est pas celle que je recommanderais le plus à Noël, mais c'est voilà. Mais c'est un super titre. Yes. Et qui Ça m'a rappelle du le coup fait des quoi. Ça s'appelle 1629 Ok. ou l'effroyable histoire du Jakarta. Ok. Et honnêtement, c'est une cool BD chez Glénat. Et Ok, waouh. Ah oui, effectivement, la c'est couve beau, ouais. fait peur. ouais, en fait, la couve elle est magnifique et en même temps, tu t'attends à ce que ça va mal, enfin, quand Ouais. tu vois la couve, tu sais que ça va mal se passer. Quand tu vois le titre, tu sais que ça va mal se passer. Et puis quand tu vois la préface, tu sais que ça va très très mal se passer. J'aime Voilà. bien les dessins. En Mais tout cas. ouais, les dessins sont vraiment chouettes. Je m'attendais, je m'attendais vraiment à un autre truc et j'ai finalement été emporté par l'histoire et les dessins, donc bonne Ah, c'est surprise. chouette. Alors du coup, ce serait quoi que tu recommanderais pour Noël parce que tu dis que c'est pas celle-là que tu recommanderais pour Noël, ce serait laquelle? Non, en général pour Noël, c'est plutôt des cadeaux familiaux. Il y en a dont j'ai déjà parlé. Je pense que cette année, on va encore recommander la Bibliomule de Cordoue, dont j'ai déjà Ouais. parlé dans une chronique, qui est Oui, pour tout moi à fait. toujours un coup de cœur absolu. Après, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a reçu l'Arabe du futur. Si je Le dis pas de bêtises, il me semble que c'est le tout 6e? dernier. Ouais, c'est le 6e et du coup, c'est le dernier. Je crois que c'est la Ah, fin. ce sera le dernier? Ok. Ouais. Bon, il est sur plein de séries à la fois, donc je pense pas dire de conneries, mais il me semble que c'est terminé. Faudrait juste que je revérifie, mais et puis si non, il y a un super titre là qui est sorti un peu tout public, assez feel good, un petit peu ambiance fantomette, qui est assez sympa, qui s'appelle De Cap et de mots, ouais, qui est un petit peu voilà, c'est pas De Cap et d'épée, mais c'est du coup De Cap et de mots puisque c'est une jeune fille qui utilise son verbe et Ah, et non pas on va dire sa comment ça s'appelle, son intelligence son esprit. et son esprit pour déjouer des complots à la cour, voilà, une sorte de cour versaillaise fantasmée. C'est très léger, c'est assez sympa, c'est très joli. C'est fait par des dessinateurs qui d'habitude font de la BD, des albums jeunesse. Et Ouais. du coup, ça se ressent énormément. Et Je du veux coup, ça se ressent dans le c'est dans le hyper dessin. abordable pour tout le monde. Et en même temps, il y a plusieurs sous-textes. Ce qui fait que même pour de l'adulte, moi je le recommande, je trouve ça vraiment cool. Et Et tu peux redonner le nom, s'il te plaît? ça s'appelle De Cap et de mots. Voilà. Mais Et dis-moi, Mika, ouais, tu du sais cap que et de d'ici croc. 2 semaines, ça va être le gros stress des cadeaux. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter pour avoir des idées? Vous pouvez me retrouver à la librairie La Licorne à Valence, sur la place des Clercs, c'est la place du marché, pour ceux qui se Attends, je demandent. vais aller googler ta librairie. Tu peux la googler, mais tu trouveras pas grand chose à part éventuellement les avis Google et notre Facebook. Voilà, qui est mal tenu parce que encore une fois on n'a pas le temps et surtout on n'a plus les codes parce que ça a été fait il y a de nombreuses années par un stagiaire qui a donné voilà, qui s'est barré avec les codes malheureusement et du coup on a énormément de mal à contacter Facebook pour récupérer les droits sur cette page. Donc si vous voulez nous suivre, avoir un peu d'actualité, vous essayez plutôt notre Instagram que c'est licorne26, voilà, tout simplement.
Et là, éventuellement, putain, l'épisode pub, quoi. Non, mais c'est ça. L'épisode pub. Épisode pub Mais, qui servira pour Noël 2023 du coup, hein, parce que là. Ouais, bah c'est ça. Bah après, je veux dire, c'est ce genre de titres, par exemple, c'est des titres qu'on va recommander d'année en année parce que c'est des titres qui sont un peu intemporels, tu vois. C'est pas des trucs qui sont en rapport avec l'actualité ou quoi, genre Ouais. des trucs qui parlent de livres ou qui parlent de féminisme. On sait que l'année prochaine, du jour au lendemain, les féministes vont pas gagner le combat contre le patriarcat, manifestement. Donc ce sera toujours d'actualité. Et en plus de ça, c'est une sorte de fable pour les enfants aussi. Donc quelque part, les enfants en 2022 ou en 2023, bon, ils ont pris un an, c'est cool. Oui. Peut-être qu'entre temps ils auront appris à lire et pourront s'émerveiller devant ces magnifiques planches. C'est pas faux. Mais ouais, foncer sur 2 cap et 2 mots, c'est vraiment super type. Ok, bah très Ouais. bien. Alors, est-ce que je peux me permettre une petite... puisqu'on parlait de bateaux et d'exploration et de tragédies maritimes et de BD, est-ce que Non, je peux en attends. conseiller une? Est-ce que tu vas faire une non, attends. Est-ce que c'est une transition là que j'entends? Ça sera Waouh. pas une chronique. Ah, Mais c'est une transition vers un Juste autre un- conseil littéraire. putain, Non, voilà, c'est incroyable. juste un petit conseil littéraire que tu connais peut-être sans doute, Mika, vu que tu es du métier. C'est une BD que j'ai commencé à lire, que j'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps et que je suis un connard et que je commence 25 trucs en même temps. C'est attends, faut que je la retrouve. Ah là, c'est la bande dessinée Les Naufragés de la Méduse, qui est sortie en 2020 de Jean-Sébastien Bordas et de Jean-Christophe Devenet. Et c'est une BD qui est assez cool parce que c'est de l'aquarelle et qu'on y suit les turpitudes de notre cher Géricault, le peintre, qui justement se pique d'intérêt pour l'histoire de la Méduse et pour le fait que ce bateau se soit échoué, qu'il y ait eu des naufragés, etc. Et donc il va rencontrer plusieurs personnes qui vont chacune lui donner leur version de ce qui s'est passé pour la Méduse. Et c'est ce qui va l'inspirer pour créer le célèbre tableau Les Naufragés de la Méduse. Et Ah. Les dessins sont super jolis en tout cas. Parce que effectivement, le nom me disait quelque chose. En fait, c'est Bordas aussi, ça me dit bien quelque chose. Je pense qu'il a Ouais. fait d'autres titres que ça me dit quelque chose, mais pas du Et tout. je l'ai Les rencontré Naufragés de la en vrai, Révolution. en plus Bordas, parce qu'il m'a dédicacé justement cette BD. Il est très très sympathique. Stylé. Les enfants perchés de la Révolution. C'est pour ça que je me disais, j'ai déjà entendu parler de ce nom il y a pas longtemps. J'ai travaillé la nouveauté avec ça. Ah, la fin de la révolution. Ouais, mais c'est à apparaître, c'est pas encore arrivé, mais du coup. Et puisqu'on parlait féminisme, Oh là là. autre Une deuxième. Oh, autre les BD qui est enchaînements. super cool, et ça c'est un coup de cœur, et Un ça combo, ça. je suis en train de la lire à l'heure actuelle, c'est l'intégrale de la BD Médée de Blandine Lecallier et de Nancy Pena, et c'est vachement cool parce que c'est le mythe de Médée revisité avec justement la place de la femme, donc Médée au sein d'une société extrêmement traditionnaliste et patriarcale, et c'est vachement bien. Ok. Mais je me rends compte que je connais absolument rien du tout en BD à part Tintin. Mais du coup, j'adore vous écouter recommander des trucs. Parce que après, je vais googler toute la nuit. Elle est chouette celle-ci aussi. Celle-là, je la connais pas, mais c'est chouette. En tout cas, j'aime bien les dessins. Cette BD sur Médée est vachement bien. Moi, je suis assez fan du dessin et de l'ambiance qui s'en dégage. Donc, J'aime beaucoup. alors Blandine Ouais. Lecallet qui est la dialoguiste, La scénariste, C'est la tout scénariste, ça, ouais. et Nancy Pena qui est la dessinatrice. Ouais, en 3 tomes. Ok, cool. Alors en 3 tomes, et il y a une Ouais, mais version il y a une intégrale, ouais. qui est sortie, ouais. Qui est sortie en 2021. Et qui est un très beau livre physiquement parlant en plus, donc vraiment. Ouais. C'est chouette la BD parce qu'effectivement, tu vois, il y a beaucoup de beaux ouvrages. Après, à titre personnel, je trouve qu'il y en a même plus que dans la littérature classique. C'est parce que ça coûte vraiment très cher la littérature classique, les beaux livres de littérature classique. Pas si on peut dire malheureusement, mais on en avait parlé avec Manon, et ce fantasme des Pléiades comme beaux livres, tu vois. Mais les Pléiades, ça coûte un pont. Hein. Mais en fait, ça coûte un pont pour juste une reliure en cuir. C'est drôle ça. On en parlait hier avec des potes dans un bar. C'est la même chose. C'est vrai? Oui, je te jure. C'est très rigolo. Non, mais alors que je trouve, tu vois, genre, c'est cher, hein, la BD. Tu vois, celui dont je vous parlais tout à l'heure, le Jakarta, là, c'est un bouquin, il doit faire 250, je l'ai là-bas, mais il doit faire quelque chose comme 220 pages, une bricole comme ça, avec alors c'est je sais même pas un dos toilé en plus, je crois, mais c'est vraiment une jolie couverture. Hein. Mais 220 pages, c'est pas gigantesque pour une BD, et il fait 35 €, quoi. Oh, bah, Donc, le Médée dont je vous parle en version intégrale, c'est pareil, ça doit avoisiner les 200 pages, il fait 32 balles. Hein. Ouais, mais t'as 32 balles, mais t'as 3 tomes.
dedans. Oui, voilà. C'est une intégrale. Alors que là, celui dont je te parle, c'est un tome 1. Donc ça veut Ouais. dire que, alors ce sera une histoire complète normalement, 2 volumes, mais 2 fois 35, ça fait quand même un bouquin à 70 boules, quoi. Donc Ouais, non, mais c'est ça. voilà, une histoire pour 70 boules. Alors, Donc, ceci paye pour dit, l'objet aussi. alors je ne doute pas de la qualité du truc, mais j'ai vu le Bibliomule, la qui est un Bibliomule, très ouais, beau livre, hein, qui est un Qui est à- magnifique livre, hein, qui est à 35 €. qui est à 35 € aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est effectivement un très bel objet. Et c'est pour ça, tu vois, genre, il y a des gens qui restent sur la BD pour l'objet. Des lecteurs qui collectionnent plus des BD que de la littérature classique pour l'objet. Parce que c'est joli dans une bibliothèque de la BD. Oui, bah oui, je vois. Mais Ouais, et c'est. souvent, les mais gens c'est- qui c'est font cher. ça, ils ont énormément de trucs. Genre, je connais pas des gens qui ont très peu de BD. Enfin, genre, ils ont souvent des murs de BD, par exemple, ou des Ouais. étagères entières de BD. C'est pas complètement faux parce que effectivement moi, les gens qui viennent justement pour nous parler de leur collection, c'est des mecs qui viennent et qui lâchent des sacrées sommes presque C'est une toutes les passion. semaines en fait. Et tu J'étais te dis sur le. il est stock où tout ça? Non, mais alors, histoire vraie, parce que j'ai vu les photos. J'étais sur un salon de la BD. Alors moi, j'étais pas du tout pour la BD, hein, c'était pour le musée du coin, mais bon, comme on était partenaire du salon, du coup j'étais. Ouais. Donc salon BD jeunesse à Dijon avec l'association La Bande Ad Hoc, qui sont très sympathiques d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'ils écoutent un jour le podcast, mais si un jour ça arrive, je leur fais un petit coucou. Et donc parmi eux, il y avait un mec qui se vantait d'avoir plus de 10 000 BD. Et je dis non mais attends, plus de 10 000 BD, qu'est-ce que tu me... Alors je pense qu'il exagérait quand même, mais au moins plusieurs milliers parce qu'il m'a montré des photos de sa résidence secondaire. Ah oui. Toutes les pièces sont remplies ras la gueule de BD. Ouais, Ah c'est ouais. ça. Hein. Toutes. Ouais, mais ouais. C'est quelqu'un qui a une maison secondaire, donc Oui, c'est j'imagine ça, qu'il a déjà, les il moyens de touche. s'acheter beaucoup de BD. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais on parle de quelqu'un qui a un niveau de vie très Ouais. aisé et voilà, qui est un collectionneur compulsif de BD. Mais vraiment, et je lui ai dit, tu les as tous lus? Il m'a dit que oui, mais moi, je suis pas persuadé, tu vois. Au moins, il les a tous eu au moins une fois, je pense, quand il les achète, mais tu les Ah, pas regardes. voilà, forcément. mais Honnêtement, t'écoutes pas mal de mes clients aujourd'hui Ouais. et certains qui achètent vraiment, qui viennent toutes les semaines. On a le monsieur du jeudi. Je vais pas donner son nom, mais si jamais un jour il écoute, il se reconnaîtra. Le monsieur du jeudi. Génial. On fait la bise Dites-nous si au vous vous jeudi. connaissez. Et voilà, et ben ça fait 10 ans qu'il vient tous les jeudis. Et tous les jeudis, il dépasse, il dépense environ 3 chiffres. Et 3 chiffres. toutes les semaines. Tous les jeudis. Et donc, Ok. et en fait, ce qui est fou, c'est que des fois, quand tu lui demandes, tu dis, mais du coup, t'as lu ça? Il fait, ah, ben, il est sur ma pile à lire, tu vois. Mais la pile à lire, tu vois, je pense que chez certaines personnes, c'est plus une pile, ça doit être une pièce. Ah non, mais c'est ça, parce que tu sais, moi, ma pile à lire, c'est genre 3-4 bouquins max. Mais Ah ouais, non, faut être hyper fortuné pour pouvoir dépenser Ouais. des centaines d'euros par mois de Eh en bande ben, dessinée. eh ben, Il faut tu manger sais, aussi, tu vois. Enfin, ouais, alors je pense que c'est très vrai ce que tu dis, c'est qu'effectivement la BD et à plus forte raison même je pense le livre, faut pas oublier que avant d'être un art, c'est aussi un loisir. En fait, un loisir c'est normalement ce que tu fais après tout le Ouais, reste. Donc après les ceux qui ont les besoins. moyens effectivement de se payer de ça, c'est des gens qui sont déjà plus en état de se questionner s'ils vont manger ce soir, tu vois. ouais, bien sûr. Oui. Plus en mode survie. Hein. Voilà, ils Ouais, sont c'est plus en vrai. mode survie. Et j'ai un contre-exemple, tu vois, mais c'est pareil. C'est un contre-exemple. C'est que j'ai un mec qui est SDF, qui vient toutes les semaines à la librairie pour m'acheter des mangas. En fait, Ah ouais ouais, tout à fait. Il fait la manche et une partie de ses recettes, je sais pas comment on appelle ça, mais des trucs qu'il a mendiés, bah, il vient me les. Alors, je crois qu'il a une petite cotisation RSA aussi. S'il doit être inscrit sur les registres, et en fait, une partie de ça part dans les bouquins. Il pourra jamais avoir des milliards. Voilà, il a un tout petit logement qui lui est attribué, qu'il a été en grande partie SDF et il a un petit logement. Et en fait, je sais pas où est-ce qu'il est fou. Je sais pas où est-ce qu'il est fou, mais il lit toujours. Effectivement, bah, quand tu compares quelqu'un qui vient de claquer, allez, 7-8 euros par semaine, à un autre qui, toutes les semaines, vient de taper des gros 3 chiffres, tu sens que ils ont 2 modes de vie différents, 2 mieux, mais les 2 viennent pour la même chose. Ils viennent sont pour venus par la t'acheter. même passion, quoi, en fait. Ils sont venus par la même passion et ils viennent t'acheter du loisir, en fait. Ils viennent t'acheter un petit brin d'évasion, tu vois. Parce que finalement, tout le monde en a besoin. Et ça, je trouve ça vachement cool dans mon métier. C'est un beau, des trucs qui me fait le plus kiffer. Tu vois brasser des tas de gens différents, mais qui viennent par la Ouais, même raison, quoi. C'est ça qui est dingue. c'est ça, quoi. Je vous interroge juste Oui. pour Ouais. faire un au revoir que Marc mettra à la fin de l'épisode. Je sais pas. On verra ce que fait mon moi du futur dans 3 mois. C'est clair. Du coup, ouais, je vais vous laisser. Ouais, bisous, Bah, Nico. j'écouterai la suite et en tout cas, c'était vraiment cool de
de passer vous Ouais, voir. c'était Grave. chouette. Ouais, c'était Cool, chouette. merci Ouais. Et C'était grave merci, cool. merci à toi, Nico, parce que même en venant les mains dans les poches, tu nous as quand même tenu en haleine un bon 10 minutes. Et C'était il a chouette. lancé un sujet de Euh, conversation qu'on continue toujours à avoir au Mais final. merci hein. à C'est vous, vrai. je connais rien en BD, j'apprends plein de choses grâce à vous, j'adore. Je vous aime. Allez, bisous. Allez, bisous Allez, Nico. salut. À Allez, plus bisous, tard. bisous. Bisous. Le loisir, ça fait quand même partie intégrante de nos vies, quoi. C'est bon pour notre équilibre psychique. Donc, tu vois, moi, ça me choque pas comme tu me dis que le Non, mec, bien il sûr. vient acheter ses petits mangas toutes les semaines. Ouais, non, mais complètement, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que ça me, comme dit bah du coup le gars que t'as vu à ton salon, à 10 000 bouquins, c'est pas si choquant si t'as commencé à 10 ans et qu'il en avait 50 Je et pense, que ouais. effectivement il a jamais manqué d'argent ou quoi. Sur une vie, quoi, C'est en une fait. passion qui dévore et voilà, tu vois. Moi, effectivement, Après, tu vois, je pense que c'est le mec, vu comment ils étaient au salon, enfin, surtout ce mec-là, je pense que c'est vraiment son truc. ah ouais, ah C'est-à-dire non, mais bien sûr. au-delà de sa vie familiale, professionnelle, ce que tu veux, je pense qu'il a un truc qu'il mène dans la vie en termes de passion, c'est ça. Et Ah du ouais, coup, non, tu mais comprends que c'est le mec, certain. bah, si ça fait 30 ans et qu'il achète des BD, bah ouais, il peut en avoir 10 000 chez lui, quoi, oui. Tu vois, c'est possible, tu vois. Regarde Nico, bah c'est les chroniques, c'est passion, tu vois. Et, par Et du exemple. coup, il a 10 000 chroniques chez lui. Du coup, il a 10 000 chroniques chez lui. Il peut pas venir, tu vois, sans avoir préparé une chronique, sinon il se sent mal, quoi. Non, mais alors, ouais, alors ça me fascine. Un tel niveau de Professionnalisme. professionnalisme et Ah ouais. d'exigence, alors que moi, j'arrive 9 fois sur 10 où je Oh, balance un j'ai tous truc les à la trois les dernière mains vides. minute et où avec la magie du montage, Marc fait croire que j'ai tout calculé, tout bien réfléchi, alors que pas du tout. Pas du tout. Vous faites un boulot formidable, les gars, vous le savez. Je vais chialer, mais putain, c'est beau. Et moi, je voulais savoir, vu qu'on est parti sur les BD, vous collectionnez un peu les BD ou pas? Tu Alors, parles à un libraire spécialisé BD. voilà. Bah oui, non, mais je sais pas si parce que tu vois, ça peut être ton job, mais peut-être que t'as pas l'espace, la place, le temps, Alors, l'argent. Il y a plein de facteurs, tu vois. j'ai la chance de faire ce qu'on appelle un métier passion. Vous savez, ces métiers où on considère que 1 000 € finalement c'est bien parce que vous faites ce que vous aimez. Bah oui, Ouais, Après bon, je fais style, mais ça va, en vrai, je sais pas trop à me plaindre. Mais effectivement, je collectionnais des BD et des mangas avant de faire mon métier, et aujourd'hui, je continue à en acheter pour mon propre plaisir personnel. Par contre, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à travailler là-bas, j'en achète moins, parce que j'en ai déjà accès à plus, et qu'effectivement, bah, j'ai plus la place, en fait. Mes étagères, elles sont pleines. Voilà. Du coup, à Noël, j'ai demandé des nouveaux meubles Ikea. normal. Ouais, ça. Voilà. Et toi, Seb? Alors moi, je suis pas collectionneur au sens strict du terme. C'est-à-dire que je suis pas du genre à collectionner, à connaître tel auteur, tel machin, tel truc. Par contre, je suis lecteur. Et donc, alors j'ai pas beaucoup de BD. Mais par contre, des bouquins en général, ouais, ça commence un peu à s'entasser. Mais c'est plus pour le contenu du bouquin que pour dire je possède l'objet, tu vois. Ouais. Je suis typiquement le genre de mec où si un jour j'ai une liseuse, j'achète plus de bouquins parce que j'ai une liseuse, quoi. Ok. Bien que, pour ce qui est de la BD, je pourrais jamais lire sur une liseuse parce que la C'est BD, moi, différent, il me faut les pages. C'est très large. Autant un roman, un essai, ce que tu veux, sur une liseuse, ça peut le faire. Autant une BD, on en revient à ce qu'on disait sur l'objet. Moi, il me faut l'objet. Bah moi honnêtement, depuis tout gamin, moi je lis des BD en vrai. Hein. J'ai appris la culture de la BD avec mon papa qui avait plein de bandes dessinées à la maison. Puis j'allais à la bibliothèque, j'en lisais plein, j'en ai reçu plein à Noël, j'en ai acheté plein quand j'étais ado, adulte. Donc j'ai terminé en 2016, j'avais je pense 4-5 étagères de BD chez moi. Donc Pour avec te des dire, moi, classiques, j'en ai mais une trentaine, dont des comics et des mangas. Non, une cinquantaine, dont des comics et des mangas. Et déjà, je trouve que j'en ai beaucoup. ouais, bah au bout d'un moment, tu sais plus trop où les ranger, hein. C'est pareil sur la Bah, fin, ça. c'était un peu compliqué parce que j'avais des comics aussi Star Wars, parce que j'aime beaucoup Star Wars. Et puis après, il s'est passé un truc dans ma vie qui était un peu particulier. Il a fallu que je travaille. Ouais. Et et de là, j'ai commencé à aller un peu partout en fait en France, parce que moi j'étais archéo à la base, donc du coup je vivais jamais aux mêmes endroits tout le temps. Et donc du coup, j'ai fait un truc un peu triste, c'est que j'ai mis mes livres dans des cartons Et ils sont toujours dans les cartons, et maintenant j'ai plus de livres chez moi. Enfin très très peu. J'ai une vieille étagère avec des livres que j'aime pas trop en vrai, parce que c'est pas des trucs que j'ai achetés, c'est des trucs qu'on m'a offert et qui sont sympas, mais c'est pas des trucs que j'aurais acheté moi spontanément. Et voilà, et du coup malheureusement j'ai l'impression d'avoir quitté le monde du livre, bien que pendant le confinement j'ai lu pas mal, notamment parce que j'avais plein de livres en retard et que j'avais quand on parlait de ça il y a pas longtemps, j'ai une liseuse, donc des fois je lis beaucoup dessus en numérique. Mais ouais, j'ai ma collection de BD toujours dans un garage. Elle existe, t'en as toujours. En Ouais, fait. c'est ça. Donc Mais il faut peut-être juste que voilà, peut-être un j'en jour. trouve un endroit où je peux Voilà, c'est ça. les mettre, quoi. Un jour où tu te sentiras
sentiras chez toi et ben tu te diras ok, ils auront leur place ici. C'est ça, tout à fait. Tu verras, c'est un kiff. En Bah, vrai, j'ai hâte parce alors que par quand contre, j'étais à Bordeaux, putain, enfin mes BD elles m'ont suivi, hein, franchement. Lyon, mais le dernier appart que j'ai vraiment eu à moi, ouais, c'était quand je vivais à Bordeaux, bah juste à côté de chez Nico d'ailleurs. Nico, je te salue. C'était mon voisin pratiquement. Et ben du coup j'avais les murs ils étaient couverts de BD et j'ai pas connu ça depuis 2016. d'ailleurs, pour rebondir sur ça, moi c'est pareil, hein, je suis pas collectionneur, mais par contre le jour où j'ai un logement fixe et où je peux mettre en valeur ma bibliothèque, je serais comme un dingue. Ah ouais, non, vous avez vu comment c'est hyper comment ça transpire la classe de dire j'ai une bibliothèque alors Non, qu'en mais fait c'est genre hyper satisfaisant. c'est concrètement genre un signe extérieur de richesse en fait et genre Un signe ça, Ouais. extérieur de richesse, un signe extérieur de culture, tu vois. ouais ça te propulse dans la catégorie des bobos mais en même temps Complètement. C'est un marqueur de statut social en fait. ouais Que ce soit de de richesse ouf. ou de richesse intellectuelle, il y a un côté de genre j'ai une bibliothèque, d'accord. C'est ça. Et après tu dis t'as quoi dedans? Bah j'ai Spirou et Tintin dedans, mais Ah, même tu vois ça c'est cool en vrai. ouais tiens Mais oui, Moi en fonction un jour je de m'achèterai chez les qui ça Tintins tombe parce que c'est hyper stylé quoi comme BD. c'est classe, Tintin. Puis c'est C'est tellement trop bien, vintage et Tintin. tellement raciste pour les premiers que moi si ça tu me veux, fait je peux triper. te mettre de côté les vieux, mais les vieilles éditions de Tintin au Congo et en Amérique. Voilà. Ils ont ressorti il y a pas longtemps le Tintin chez les Soviets. Ah oui, Tintin et Et les soviets. ben, Waouh. Tintin chez les Soviets, je peux te dire aussi que c'est quelque chose. Hein. Bah ouais, je l'ai lu, c'est Tintin, c'est le héros du capitalisme. Ah bah, Ah bah ouais, oui. c'est ça quoi. Est-ce qu'ils mangent C'est le les roi enfants, l'étoile, les quoi. soviets? Ah Ah oui, ouais, bah ouais. ils font plus que ça. C'est hyper intéressant qu'on parle de ça. Parce Ouais. que avant d'être libraire, j'ai été surveillant. J'ai fait plein d'autres trucs, mais juste avant, j'étais surveillant et je discutais avec des élèves. Et en fait, je sais pas, comme en fait, il y avait des élèves qui venaient à la librairie et que j'étais à mi-temps, donc des fois ils me voyaient à la librairie, des fois ils me voyaient au collège. Je sais pas, on parlait BD. Des fois. Et il y en avait un qui un jour m'a sorti cette phrase légendaire et qui m'a dit ouais, mais je leur ai dit du coup vous lisez un peu des BD et tout, genre vous avez déjà lu un Tintin. Et il m'a répondu Tintin, ce héros raciste dans lequel aucune femme n'a été représentée et c'est la gloire du machisme. Non, je sais pas de quoi tu parles. J'en pouvais plus et j'étais en mode. Je pense que cette analyse est probablement la plus accurate que j'ai entendue sur Tintin ces 25 dernières années. Et en même temps, t'es en mode, il faut pas que ça non plus tombe dans toutes les oreilles parce que je pense qu'il y a des giga fans de Tintin qui sont. Mais en fait, genre c'est hyper vrai ce qu'elle a dit. C'est que ouais, en fait, c'est symptomatique d'une époque où Ouais, c'était c'est une époque quoi, en fait. où c'était la norme, tu vois. Mais est-ce que c'est pour autant toujours justifiable et acceptable aujourd'hui? Je pense non. Hein. Ah non, bien sûr. Mais c'est un livre, c'est un truc, comment dire ça? C'est comme pour un vieux film, tu vois. C'est le côté où en fait, il faut, en tant que lecteur, que tu saches ce que tu es en train de lire. Ouais, c'est ça. En fait, il faut du recul dessus. Du recul, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, du Mm. recul, ouais, tout à fait. Et on le dira jamais assez, mais moi j'y pense qu'il faut avoir de la pédagogie par rapport aux œuvres et pas forcément vouloir tout le temps les interdire, les annuler, les machins, les tas. Oh là là, autant, moi je me lancerai pas sur le sujet de la cancel culture, mais je. On est Voilà, dedans. attends. S'il vous plaît, on avait dit qu'on faisait un truc en pantoufle, pitié. Ah, mais moi, Parlons j'ai- du moi, j'ai que ça- wokisme moi, j'ai que ça maintenant, qu'à Mika, dire. d'accord? On va parler des wokistes. Oh shit. Non, mais. Je déconne. Non, mais on est tous d'accord, mais sur le sujet, mais juste voilà, c'est plus de pédagogie et moins de volonté de vouloir faire tout disparaître absolument sans réflexion derrière. Oui, on est d'accord. De toute façon, c'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet dans cette émission. Je saurais Tout à plus fait. dire quand, mais on l'a déjà abordé beaucoup de fois par le passé, à dire vrai. Donc, ou alors c'était juste moi dans ma tête, je ne sais pas. Parce que des Ouais, fois, je sais pas. Non, possible. Bah, C'est tout à déjà fait- quand j'ai dû aborder la bibliothèque de Cordoue, j'avais dû en parler parce que c'est un des thèmes justement. Oui, c'est un des thèmes, c'est vrai, oui, tout à fait. C'est De un la des thèmes bibliothèque. principaux de la BD qui est justement les autodafés et la perte de culture Mm. parce que on juge que celle-ci est moins importante qu'une autre et que il y a des choses qui sont sataniques, hérétiques qui doivent disparaître. Et effectivement, je pense que l'humanité doit apprendre de ses erreurs et si tu caches les erreurs, elle peut plus apprendre. Quelque Complètement, part, je suis assez d'accord avec toi Seb de dire qu'effectivement ces œuvres il faut les prendre pour ce qu'elles sont, les remettre dans leur contexte et Ouais. les expliquer et surtout proposer des contre-exemples en fait, proposer d'autres Des choses. alternatives. hein. C'est ça, voilà. Là, on parlait de Tintin. Dire que Tintin, c'est parfait, ben non. Non. La preuve que non, techniquement, voilà. Mais s'interdire de lire Tintin, ben non plus, quoi. Déjà, ce serait déjà craché sur le nom de ma librairie. Hein. Je rappelle, ça s'appelle La Licorne. Ah Je oui. vous laisse imaginer pourquoi.
Le secret de la licorne. Ah, il y a Parce qu'il y un... a une licorne empaillée au milieu du magasin. Non, parce qu'il y a au milieu du magasin, il y a effectivement Trésor de un Rackham rapport à le la Rouge. licorne. Il y a le trésor de Rackham le Rouge dans le magasin. Incroyable. Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est un de mes détectives préférés de Tintin. Et C'est c'est pas probablement... c'est un des Tintins qui a été le plus vendu, celui-là, le secret de la licorne. Ouais, probable. Mais non, je pense que c'est peut-être... Celui les qui se cigares passe dans les Andes. Ah non, le Moi, je pense cigare que du c'est le pharaon. cigare du pharaon, ouais. Moi, j'avais bien aimé celui-là. Enfin, les deux, là. Le cigare du pharaon. Ouais, avec le lotus bleu après. Non, les cigares du... Ah si, attends, c'est Lotus bleu, cigare C'est du le pharaon lotus bleu après, ouais. C'est attends, avec c'est la première fois où il y a Rastapopoulos. Ouais. C'est le Lotus bleu après le J'aimais cigare du tellement pharaon. Rastapopoulos. Tout à fait. Ah d'accord. J'aimais trop Je Rastapopoulos. croyais que c'était avec le crabe au Rastapopoulos, pince c'est d'or. vraiment tu le vois. méchant qui Et revient moi, tout il le me temps, semblait que c'était le crabe au pince d'or aussi, mais c'est peut-être moi qui dis de la merde. Hein. Non, le crabe au pince d'or, c'est la première arrivée du Capitaine Haddock. Oui. Non, Et du ça, c'est coup... Coq en stock, ça. C'est avec Non, Alan. Coq en Non, c'est le stock, crabe c'est au pince d'or, le... je suis Non, d'accord il y a avec aussi Alan dans Coq en Non. stock. Non, Mais non, attends, non. bon, on va chercher. Hein, La première apparition de Haddock, c'est Coq en stock. moi, je suis sûr que c'est le crabe au pince d'or. La première apparition de Haddock, c'est dans Coq en stock. Attends, on va voir, hein, mais moi, je suis Ah, persuadé. fâché, là. On va découvrir ça en direct. Est un Capitaine personnage. Haddock. Ah, le crabe au pince d'or. Putain, t'as raison. Yes. Oh la vache. Je suis un fan de Tintin. Alors, c'est Je regardais le dessin animé quand j'étais petit. Ouais, moi aussi. Ce dessin animé qui était quand même absolument légendaire. Mais Il Ce est dessin légendaire, animé ce qui était dessin animé, superbe. complètement. donc il y avait effectivement bien Alan, mais du coup c'est la crabe au pince d'or, c'est avant le Coq en stock. Non, c'est après, mais Alan, il meurt pas dans le crabe au pince d'or. Alan meurt jamais. Il meurt Alan. Si, il meurt dans le dernier, je crois qu'il crève dans... Enfin, c'est sous-entendu, mais dans le vol 714 pour Sydney, je crois que le volcan explose à la fin, donc... Exact. Ou alors ils sont kidnappés par les aliens, je sais plus trop... Oh, putain, alors du coup, pour rechercher, je suis tombé sur la page Wikipédia du Capitaine Haddock et je vous avoue Je suis que dessus aussi. elle est étonnamment fournie. Mais alors, je vous avoue que une sexualité refoulée, un désir homosexuel envers Tintin, j'étais pas prêt à lire ça, je crois. Ouais, non, moi non plus. L'essayiste Jean-Marie Apostolides pense qu'il est possible de voir dans la consommation de champagne dans les aventures de Tintin une de ces activités inconsciemment équivalentes à la sexualité. D'accord. Ah ouais. Alors, il considère que la forme oblongue de la bouteille et la mousse pétillante qui en jaillit à l'ouverture en font un symbole phallique évident. Et dans l'inconscient du capitaine, Tintin lui apparaît sous la forme d'une bouteille de champagne. Wow, ils sont allés loin quand même. Ok. Oui, d'accord. Moi, je suis pas sûr que RG, il avait vraiment genre tout ça dans sa tête. Je suis pas sûr que en fait, RG mettait des trucs crypto Ah ouais. gay, LGBT dans Ah ces ouais, trucs. crypto-gay LGBT, je suis pas sûr, hein. Ça, c'est plus dans Alix que tu trouves des trucs un peu crypto-gays. Je sais pas Ouais. si vous lisiez Alix. Ah Alix, ouais. c'est très gay hein, quand même. Hein. Ah ouais. Alors, à la fois gay et un peu réac, Alix, tu vois, t'as un peu ce double, Ouais, c'est des standard. doubles facettes. Complètement. Ah ouais. Il y a pas longtemps, par contre, du coup, j'ai redécouvert Torgal. Vous avez vu ça? Torgal, c'était ouf, Torgal. Alors, Torgal, je l'ai jamais lu. Moi j'ai kiffé ça m'a Torgal. toujours intrigué. Et bah c'est comment ça s'appelle, c'est God of War Ragnarok. Ah mais ils se fight contre des dieux, des Atlantes, des extraterrestres. Ça, c'est testostérone hémoglobine. Hein. Ah ouais, ça y va. Hein. Mais en même temps, tu vois, pas que. Honnêtement, je m'attendais vraiment à un truc qui avait vieilli, tu vois, parce que je les ai feuilletés il y a quelques mois. C'était cet été, je crois que je les ai découverts pour la première fois. J'ai quand même un super avantage dans mon métier, c'est que du coup j'ai accès à plein de BD que du coup j'avais pas accès quand j'étais plus petit et que maintenant j'y ai accès. Et du coup je suis tombé sur des rééditions slash intégrales de Torgal. J'étais en train de faire une brocante pour les vendre et du coup je me faisais un peu chier. Heureusement que j'avais plein de livres à lire et donc du coup j'ai feuilleté Torgal et j'ai lu les premiers tomes. J'ai trouvé ça vachement bon et sur pas trop vieilli. Alors on sent quand même qu'entre temps on a fait des progrès sur le féminisme, mais en même temps, oui, parce que... en même temps tu vois dans une société qui prend place dans celle de Torgal, qui est une société très mascu, très vikings, très justement portée sur la cheftaignerie et tout. Je trouve que la place de la femme, elle est pas non plus, tu vois, reléguée à la cuisine. Ça va, Aricia, en vrai, elle pète des gueules hein, des fois hein, quand elle. Ouais, c'est ça, tu vois, genre. Chris de Valnor, c'est une méchante, mais pareil, elle casse des genoux. Hein. Je sais pas où est-ce que t'as été. Ah non, mais moi j'ai lu que les 2 premiers, je crois. Et du coup, je t'avoue qu'effectivement, il y a ça, il y a la femme qu'il a dû abandonner, enfin qui est son amoureuse. Amoureuse, ouais, c'est Aricia. Voilà. Aricia, et du coup, la méchante sorcière là, Chris de Valnor. Oui. Alors, toi, t'as pas encore vu Chris de Valnor, je pense que t'as vu la magicienne Trahi, la l'émergelée, la rouquine. Ouais, c'est celle qui c'est pas celle à qui il manque un œil. Ouais, c'est ça, la sorcière des Margelées. Ouais, c'est le premier que j'ai lu. C'était comme ça que ça s'appelle le premier tome. La sorcière des Margelées. Et elle, c'est pareil, en fait. T'es en mode, ok, en fait, genre, juste, elle les tient par la queue et puis elle lui explique que c'est elle la patronne et tout. Et t'es en mode, pas mal. En vrai, avant-garde. C'est dingue, hein. T'as
tout un cycle, moi, si t'arrives à aller jusque-là, et c'est des auditeurs aussi, c'est le cycle du pays de K qui se passe, bah tiens, ça plaira à Nico, qui se passe en Mésoamérique. Ça paraît fucked up comme ça, et ça l'est un peu, mais c'est hyper bien maîtrisé comme récit, je trouve. On parle toujours de Torgal, là. Ouais, Ouais, toujours, ouais. ouais, tout à fait. Non, mais faut savoir que Torgal, ça continue à être paru. Il y en a un nouveau qui est sorti il y a pas un mois. Hein. Ouais, Alors mais que, c'est plus les mêmes auteurs, alors, malheureusement. c'est plus les mêmes auteurs et c'est surtout plus les mêmes lignes temporelles parce qu'il y a Torgal, il y a la jeunesse de Torgal, il y a les aventures de Torgal, il y a plusieurs séries en fait. Ouais, C'est un peu trop, ouais, c'est parti un peu en couille. Ouais. Bah après, je veux dire, c'est comme tout avec les spin-offs. Hein, c'est pareil pour Bug Danny, Blake et Mortimer, toutes justement ces séries-là. Il y en a. Il y a des spin-offs. Bah, Landfust. L'Enfeust. Non, mais je disais Black et Mortimer. Il y a L'Enfeust, ouais, il y a 10 milliards de spin-offs, mais Black et Mortimer. Ouais, il me semble qu'il y a des aventures en solo de Blake et Mortimer. Ah ouais? Où il y a que Blake. Oui, Je dis peut-être une connerie. En tout cas, il y en a un qui est paru là. Il y en a un qui vient de sortir. Ah ouais? Il y a un nouveau Blake et Mortimer qui vient de sortir. En général, un par an. Il y en a un. Oui, il y en a un par an. Je les offre toujours à mon père, mais. Il y en a un par an, Blake. Et bah cette année, tu pourras offrir 8 heures à Berlin. 8 heures à Berlin. Ah, cool. 8 heures à Berlin. Après, depuis que c'est plus Jacob qui les fait, c'est quand même un peu moins bon, mais. Ah bah, c'est comme les Astérix depuis que Goscinny et Unerzon ont raccroché. Je vous avoue que le ciel leur tombe sur la tête. Ça m'a fait mal de le lire celui-là. Celui-là, je crois que c'est d'ailleurs le dernier Astérix que j'ai lu et de mémoire. Et le dernier de Uderzo d'ailleurs hein, aussi. On comprend pourquoi. Oui. Et il me semble que par contre, ceux qui ont repris la plume, le dernier qui est paru était pas mauvais. Le Griffon est pas mal, il paraît. Ouais, Astérix et le Griffon était pas mal. Mais même ceux d'avant, le Papyrus de César et ils sont sympas, mais j'ai du mal à. Mais je pense que c'est parce que je suis un adulte maintenant et j'ai du mal à m'immerger dans l'univers d'Astérix en tant que. Non, mais je trouve qu'après 2-3 tomes qui étaient pas fifou, je trouve qu'ils commencent à prendre un peu... Astérix commence un peu à déteindre sur eux et ils commencent un peu plus à comprendre ce qu'est un Astérix, tu vois. Je vais être franc, la fille de Vercingétorix, j'ai quand même bien rigolé dedans, tu vois. Ok, moi je vais un peu laisser tomber Astérix. De temps en temps, je feuillette comme ça rapidos. Ok. Faudrait peut-être que j'y retourne. J'avais quand même beaucoup saigné l'Astérix quand j'étais gosse. Et les Schtroumpfs. Putain, il y a un nouveau Schtroumpf qui est sorti, je l'ai pas lu. Je trouve c'était cool. Je trouve c'est le feu. Je trouve c'est vraiment ça va être j'enfonce des portes ouvertes, mais je pense que c'est vraiment la série de bande dessinée qui arrive à faire découvrir aux enfants le monde et la politique en fait. C'est dingue. Ouais. Avec le recul, tu fais waouh, ok, d'accord. Les sujets qui traitent dans ce, enfin, ça parle du capitalisme, ça parle de royauté, de modification génétique. Enfin, c'est waouh. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert le potentiel des Schtroumpfs assez tard, mais effectivement, c'est une très bonne BD. Hein. Ah ouais non mais il y a pas longtemps, je sais pas, j'en ai pris un et je suis en train de les ranger. Des fois ça quand tu ranges, ça t'arrive de feuilleter et je suis retombé sur je sais plus comment il s'appelle cet album là, mais c'est celui où il y a la césure entre le nord et le sud. Ah putain ouais, c'est Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, il est énorme. Ouais, je trouve Bouchon et ouais, je trouve Bouchon et je trouve tire-bouche Schtroumpf et ça m'a toujours fait hurler de rire parce que les mecs ils inversent tous les mots et en même temps tu vois t'as cette césure qui fait qu'ils en arrivent à se battre parce qu'ils parlent pas la même langue en fait. Et là tu te dis attends mais c'est juste une putain de caricature de notre monde contemporain en fait. C'est juste en mode on parle pas la même langue, ah bah du coup on est pas fait pour s'entendre. T'es en mode mais c'est la tour de Babel en fait. C'est la tour de Babel revisitée. T'es en mode waouh. Quand tu prends conscience de tout ça t'es en mode waouh. Légendaire, bravo Peyo. Il est ouf celui-là d'album. Ah ouais. Le Schtroumpf roi là aussi, s'il s'appelle pas le comme ça. Le Schtroumpfissime. Bien. Ils font des élections présidentielles et directement le mec fait un coup d'état. Il fait un coup d'état militaire. Le mec, c'est trop bien. Quand le grand Schtroumpf revient, il le fait mettre en prison. Il fait qu'est-ce que c'est que ce connerie. ça me fait hurler de rire en vrai. Ah, quand tu regardes, c'est des gros tarés les Schtroumpfs. Ah oui, mais c'est des fous furieux. Mais du coup, il y a pas longtemps, ils ont sorti une nouvelle série Schtroumpf qui s'appelle ça s'appelle pas les Schtroumpfs, ça s'appelle le village du Schtroumpfette. Et en fait, les Schtroumpfs découvrent que pas très très loin de chez eux, il y a un village composé que de Schtroumpfettes. Ah, c'est les Schtroumpfs et le village des filles sur Wikipédia. Ouais, sur un truc comme ça, ouais. Ok, waouh. Voilà, un peu différent, mais c'est les Schtroumpfs mis au goût du jour, quoi, d'une certaine manière. Ouais, c'est les Schtroumpfs croisés avec un peu les Sisters, Lou, ce genre d'univers-là, en fait, c'est pour peut-être capter un public un peu plus féminin sur de la vieille BD et même si c'est de la BD pour enfants, c'est essayer d'adolescentiser des récits. Du coup, c'est un village de Schtroumpfette alors. Du coup, ouais, c'est un village de Schtroumpfette. Gargamel alors. Eh ben voilà, c'est la question, tu vois, parce que du coup, est-ce que ça ne décanonise pas la Schtroumpfette ? Ça, c'est
Une grande question, ça. Voilà, parce que voilà, la Schtroumpfette, pour moi, elle est faite d'argile et de glaise, et c'est pas une vraie Schtroumpf, quoi. Ils Elle sont a pas été des Non. méchants, rendue quelque part. Schtroumpfette. Elle est ouais, c'est un golem, quoi, au début. Elle est brune au départ dans la BD ou c'est une Elle est invention du brune. dessin Elle est animé? brune au Non, départ dans non, la BD. non, Ouais. non, elle est brune au départ dans la BD, ouais. C'est comment, je me souviens plus comment ça fait. Il la fabrique, il l'envoie pour essayer d'aller draguer les Schtroumpfs, sauf qu'il la trouve pas jolie. Que ça, c'est encore une fois les trucs sur l'apparence, etc. Pas une critique de l'apparence, machin, de la différence et tout. C'est le grand Schtroumpf. Non, c'est le Schtroumpf Oui, c'est le coquet, grand je crois Schtroumpf. je sais plus si c'est le grand Schtroumpf ou le Je crois que c'est le Schtroumpf grand coquet. Schtroumpf qu'il Dans a. le dessin animé, parce que j'ai revu cet épisode il y a pas longtemps, dans le dessin animé, la Schtroumpfette encore brune, elle se prend d'affection pour les Schtroumpfs et du coup elle envoie bouler Gargamel. Ouais. Et c'est Oui. le grand Schtroumpf qui, pour la libérer du joug de Gargamel, lui lance un contre-sort ou avec une potion Ouais. ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et en buvant cette potion, elle devient blonde. En fait, c'est le grand Schtroumpf qui lui donne l'apparence à Schtroumpfette. Ouais. Et apparemment, à la fin de l'album, elle arrive à contrôler mentalement les autres Schtroumpfs grâce à sa beauté. Et elle les pousse à faire des conneries. Du coup, elle regrette et elle quitte le village. Ouais. Et et ensuite ils vont la chercher en lui disant non mais c'est pas grave, t'inquiète, on t'aime bien. En fait, elle revient de temps en temps au village, mais elle y vit pas réellement normalement. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Ouais. il me semblait qu'elle vivait au village, les Je Schtroumpfs. pense qu'elle doit finir par s'y mais installer, il me mais semblait elle finit par s'y installer plus tard, peut-être. Ouais. Ah, non mais je suis désolé, je peux pas vous faire la promesse de relire tous les Schtroumpfs, hein, c'est mort. non, et puis ils sont pas tous bien. Hein. Ah, tu me déçois. Ah ouais, non mais c'est mort. Honnêtement, un libraire ne peut jamais tenir ça. Une promesse de je lirai ça, non, c'est mort. Non. Ouais, non, c'est Impossible. déjà quelqu'un qui Impossible. n'est pas libraire. C'est ça, imagine. Imagine. Enfin, et du coup, je vais faire comme Nico, je vais m'éclipser de manière subreptice. Ah bah de toute façon, nous, Voilà, je vais faire pareil, il est 22h, donc ouais, voilà, on va peut-être on peut rendre s'arrêter l'antenne, là. au final, Hein. C'est pas mal, c'est hein. très bien. On a bien parlé BD, c'était cool. Merci, Ouais, effectivement. merci à vous deux en vrai. Ah non, mais de rien, d'avoir merci bien à été Mika. là, C'est c'était à surtout l'arrache, lui mais c'était le- chouette. C'est vrai que c'est surtout lui le grand Schtroumpf de la BD. t'as maîtrisé cette émission, Mika. Sans toi, il n'y aurait pas eu d'émission aujourd'hui. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que Ah, c'est très vrai que franchement, il y avait tout le monde avait le grain à moudre a été mis dans le moulin. De la moudreuse. Ouais. On a tous mis des poivres dans le moulin de la parole. C'est ce que j'allais dire en plus. J'allais dire dans la meunière. Non, mais c'est pas ça. Ça Non, c'est mais la on saule. a vu que tu galérais, genre le grain à moudre a été mis dans le. Ah vous ai merde, dit comment que- ça s'appelle? Je vous ai dit que j'étais fatigué. Mais ouais, c'est ça. J'allais dire le grain à moudre dans la saule meunière. Non, c'est pas ça. Saule meunière, tu dors. Toujours pas. Je comprends pas. Putain, meunier. Mais qu'est-ce qui va? Moulin. Ouais, c'est ça le mot moulin. Ok. Agricole. AGRICOL. Et ben, du coup, je vous fais des gros bisous. Ah, des gros bisous, Bah, de bisous même. à Nico aussi. Ouais. Si tu nous réécoutes après, dis-le nous dans les commentaires. Et puis merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Et puis on vous dit à la semaine prochaine sûrement. Et ben oui, merci beaucoup. Salut. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. On fait la balance des sons. J'ai pas Bonjour. mon micro. Vous m'entendez bien ou pas? Ça va. Ouais, on t'entend, ouais. Ok, parce que j'ai mon micro casque, du coup j'ai pas mon. Ouais, bah c'est pas grave. Non, c'est ok. C'est détente, c'est pas Voilà. grave. Je vais rester, je sais pas ce que je vais faire, mais je. Tu vas, tu viens, T'inquiète. tu veux venir manger. T'inquiète, personne n'a rien prévu de toute façon. Non, donc. si, avec Mika, on a prévu des trucs super, tu vois. C'est. Bah, prévu, c'était prévu quoi. Attention. C'est un bien grand mot. Ça fait à peu près 17 secondes là qu'on travaille comme des dingues. On bosse dessus. Honnêtement, ça charbonne. Hein. Je peux te dire que. Ça Moi j'ai charbonne bien. aller venir en pantoufle, donc ouais, c'est pour ça. Ah ouais, là c'est full pantouflade. Hein. C'est un mensonge, hein, vous avez préparé. Bon, c'est-à-dire que d'habitude, on compte sur toi pour avoir un truc un peu construit dans cette émission. Bon, bah là, tant pis. Hein. Oh là, c'est le. Truc aujourd'hui, donc je pourrais raconter si vous voulez.